Bienvenue sur le forum de discussion, bienvenue sur le débat matinal. Le Vaudon, on évoque aujourd'hui son rôle dans la protection de l'environnement face à l'inefficacité des lois. L'appel à la religion vaudou permet de défendre les espaces naturels menacés. L'affinité de cette religion avec la nature et le respect qu'elle inspire encore explique ce succès. Nous verrons comment les gardiens de la tradition ont réussi à sacraliser des espaces naturels. Mais jusqu'à quand face à la pression anthropique? En plateau avec moi pour en discuter, William qui est resté bien sûr. Alain Tossuno, bonjour et bienvenue, bonne année. Bonjour, bonjour Eban, bonne année. Merci d'être avec nous une fois encore sur 5 sur 7 matin à côté de vous, sinon en face de vous. Patrice Savo, bonjour et bienvenue. Bonjour monsieur le journaliste. Comment allez-vous? Très bien, merci. C'est un plaisir de vous recevoir. On vous souhaite une très bonne année aussi. À tout le monde et à vous aussi, à votre famille. Et à côté de vous, Moïse Koumassa de Éco Bénin. Bonjour et bienvenue. Oui, bonjour. Comment allez-vous? Je vais très bien. C'est un plaisir de vous recevoir également sur 5 sur 7 matin. Le plaisir partagé. Et surtout, vous allez partager avec nous votre expérience en la matière puisque pour sauvegarder et sauver les mangroves, Éco Bénin a dû faire appel aux Zangbeto. C'est bien cela, n'est-ce pas? Est-ce que vous pouvez nous raconter cette anecdote? Ok. Ou sinon ce projet, si vous voulez. C'est pas une anecdote, c'est plus un projet. Bon, c'est des initiatives que nous mettons en œuvre. Vous savez, dans la réserve de biosphère du Mono, et particulièrement sur le site de la Bouche-du-Roi, qui est une aire communautaire de conservation de la biodiversité, qu'on appelle souvent ACCB, nous avons conduit ce processus de mise en place de cette aire depuis 2015 et avec les communautés. Et dans cette aire, il y a pas mal de ressources, à savoir les écosystèmes de mangroves et la petite faune, les espèces de tortues marines, les primates, les oiseaux et autres. Et c'est une aire dans laquelle les populations, les communautés locales vivent. Et ces communautés dépendent des ressources qui sont présentes dans cette aire, notamment les mangroves, les bois issus des mangroves pour le feu. Donc du coup, il y a une pression énorme depuis des décennies par le passé. Il y a une pression énorme sur ces écosystèmes de mangroves parce que c'est dans ces mangroves-là que les communautés utilisent pour faire le feu au niveau des ménages, pour préparer du sel, ou dans presque tous les villages, il y a l'activité de saliculture qui se fait. Et vous n'êtes pas sans voir que aujourd'hui, il y a des lois, des tests qui interdisent les pressions de coupe, l'utilisation des bois de mangrove. Il y a la décision du gouvernement à travers le Conseil des ministres récemment. Il y a également des arrêtés préfectoraux qui sont pris au niveau de l'Atlantique et au niveau du Mono pour interdire la coupe du bois de mangrove au regard des nombreux rôles que ces écosystèmes assument. Et nous, on s'est rendu compte que dans la zone, dans la localité, il y a les communautés locales qui craignent beaucoup plus les divinités, notamment le Zangbeto. Voilà, donc depuis des années. On va parler plus de vaudou aujourd'hui. Voilà, du vaudou. On parle plus de vaudou aujourd'hui. Voilà, donc le vaudou Zangbeto est beaucoup plus craint parce que. On va d'ailleurs le voir sur ces images, si vous le permettez bien. On a pu avoir quelques images de Zangbeto au niveau de la mangrove que vous avez érigée. Voilà. Si on est en accord, bien sûr, avec la régie. Allez-y avec votre récit. Voilà. Donc, comme je le dis tantôt, depuis des décennies, cette divinité est beaucoup plus crainte, le vaudou est beaucoup plus craint, le Zangbeto. Et même au niveau des cocotiers, des cocoteraies dans la localité, on constate qu'ils utilisent ce vaudou voilà, pour sacraliser ces biens. Voilà, pour sacraliser ces biens. Et une fois que ces biens sont sacralisés, on constate que voilà, les populations ne touchent plus, même si ça tombe par terre, on ne touche pas. Ça reste là, ça peut passer des jours, des semaines là, on ne touche pas. Voilà, donc on a eu l'idée, voilà, on s'est dit, mais pourquoi pas utiliser ce vaudou
pour sacraliser également les mangroves. C'est de là que, ensemble avec les communautés locales, on a échangé avec eux et ensemble avec eux, ils ont accepté que voilà, ils peuvent également utiliser cette divinité et ce vaudou pour pouvoir sacraliser les mangroves qui font partie des zones centrales, des aires centrales, parce qu'on est dans une réserve, vous savez, ça a une configuration donnée. Les aires centrales qui constituent ces mangroves-là sont strictement protégées. Pas d'action de pêche, de coupe, rien. Donc, ensemble avec cette communauté, on a décidé de sacraliser, de rendre sacré les écosystèmes de mangroves. Aujourd'hui, dans cette réserve, on a près de 500 hectares de zones de mangroves qui sont déjà sacralisés et protégés. D'accord. Et qu'est-ce que vous avez eu comme résultat du vaudou Zangbetor. Comme résultat, vous l'allez le constater, si vous entrez dans cette réserve, vous faites des visites, vous allez voir que les zones qui sont sacralisées sont strictement protégées, sont intactes. On ne sent pas de dégradation, de pression, ni de coupe, des traces de coupe là. Comparativement, parce que ce n'est pas toutes les mangroves de la réserve qui sont déjà sacralisées aujourd'hui. Mais comparativement aux zones qui ne sont pas encore sacralisées, on constate encore qu'il y a de pression qui s'affiche. D'accord. Voilà. Alain Tossenon, c'est peut-être ça le bon tuyau qu'il fallait trouver depuis longtemps pour permettre la sauvegarde, tant soit peu encore, de notre biodiversité. Bon, ça existait, hein. C'est une expérience qu'ils ont développée, mais de tout temps, on a toujours utilisé le sacré pour protéger l'environnement. La preuve, nous avons près de 3000 forêts sacrées qui existent encore grâce justement à ces différentes pratiques-là qui ont permis de conserver encore, je peux dire, le peu. Parce que si on compare les forêts sacrées aux forêts classées dont le taux de dégradation est assez élevé. Le taux de dégradation des forêts sacrées, c'est 2,2% par an, selon la Banque mondiale. Mais quand vous prenez les forêts classées aujourd'hui, je ne sais pas, et les forêts classées. Aujourd'hui, que le colon nous a aidé à avoir, mais aujourd'hui, si on fait le point, on va se rendre compte que pratiquement, il y en a plus. Parce qu'il y a eu l'urbanisation, les gens, voilà. Il y a également aussi l'agriculture qui a fait qu'on a agressé tous ces espaces-là, qui étaient censés quand même. On n'est pas un pays de grandes forêts, mais c'était quand même ces forêts classées représentaient quand même une superficie assez importante. Donc pendant longtemps, du nord au sud, on a utilisé toujours ce vaudou, on a utilisé d'autres rituels qui permettent, en milieu Batonou par exemple, là où on fait toujours le rituel de la Gani, c'est sous un arbre où ces arbres-là, autour, vous avez toujours la végétation qui reste. Et on peut citer aussi d'autres religions qui permettent de sauvegarder, notamment les religions endogènes, qui permettent de sauvegarder un certain nombre de rivières, un certain nombre de mares, au niveau desquels on a toujours ces rites-là et qui ont permis pendant longtemps donc de sauvegarder ce qu'on avait. Vous savez que par le passé, par exemple, quand vous entrez dans un certain nombre d'espaces, on vous dit non, vous ne pouvez pas même couper une petite branche. Et tout ça, ça a permis donc de sauvegarder encore ces îlots. On peut parler d'îlots parce que là, on n'en a plus beaucoup. Donc, je pense qu'on n'a pas valorisé cela. Donc, je pense que c'est ça qui a fait que pendant longtemps, on a perdu un peu ces bonnes habitudes donc de protection. Et je pense que Eco-Bénin est allé revisiter ça, je dirais, puiser dans cette richesse-là. Mais quand on connaît un peu l'exemple des forêts sacrées, on peut dire c'est le même procédé, c'est ce qui a permis de sauvegarder encore ce qu'on a ce qui nous reste encore, même si ces forêts sacrées représentent seulement 0,2% du territoire. Mais aujourd'hui, c'est grâce à ces forêts sacrées, on a encore, vous avez la forêt de Passé qui est à côté là.
Si ce n'était pas une forêt sacrée, je ne sais pas si on aurait pu la sauvegarder depuis longtemps. Et aujourd'hui, beaucoup de touristes, beaucoup de visiteurs et même des élèves et autres là font des sorties pédagogiques pour aller voir c'est quoi une forêt, voilà quoi. Donc je pense que c'est très important d'utiliser la culture, donc le sacré, au service de la conservation donc de la nature. Alors, Monsieur Sabo, justement, c'est une pratique ancestrale, comme l'a rappelé Alain Tosnon tout à l'heure. Mais pourquoi on n'a pas pu maintenir cette tradition-là ou sinon pourquoi on n'a pas porté à grande échelle pour pouvoir permettre de sauvegarder encore la biodiversité qui nous reste plutôt que de s'appuyer sur les lois de la République? Oui, il y a des lois encore plus efficaces, non? Oui, les lois. Moi, je m'étonne aussi pour savoir pourquoi c'est à la portée, on ne va pas acheter, c'est très gratuit, c'est de chez nous. Et pourquoi on ne les met pas à contribution? Moi, je n'en sais rien. Parce qu'une loi, vous avez vu ici, hein, les lois existent, on l'a cité tout le temps. Mardi dernier, on l'a cité. Je ne sais pas si vous avez fait la visite hier pour savoir si... Parce qu'hier était le 6. Ça n'a pas encore démarré. Hier était le 6. Non, ça n'a pas encore démarré. Ça n'a pas Voilà. encore démarré. Donc vous savez quand même, il y a des lois qui permettent que automatiquement on peut déguerpir tout le monde. Ça n'a pas été. Donc moi je ne sais pas la mentalité. Ils doivent se rendre compte eux-mêmes que la loi n'est pas... La panacée. C'est ça. La loi n'est qu'un instrument d'action. N'est qu'un instrument. On te dit toujours, celui qui prend la loi doit déterminer les moyens par lesquels il faut faire appliquer la loi. Les hommes sont là, on leur donne tout. Ils ne peuvent pas aller faire quoi que ce soit. Même l'État aussi, parfois, n'est pas capable d'appliquer la loi. Donc, bon, moi, je pense qu'il faut vraiment revisiter tout ce que nous avons d'endogène qui est pour nous et de les mettre à la lumière de tout le monde pour que ça puisse servir au développement réel de notre localité. Alors, si vous permettez, est-ce que dans les COP, est-ce que c'est des expériences qui peuvent être, on va dire, qui peuvent être portées à la connaissance des autres qui sont dans le même espace que vous? Bien sûr, les différentes COP ont toujours abordé l'aspect des connaissances endogènes et traditionnelles. La COP, la Convention sur la diversité biologique, c'est l'article 8J. Aujourd'hui, on s'est battu pour que les communautés locales et les peuples autochtones s'asseyent sur les mêmes sièges de décision que les décideurs pour prendre des décisions. Même récemment, à la COP des changements climatiques et autres, là, on leur a donné une place pour prépondérante. Et nos amis qui sont du Bénin, moi je ne parle pas des autres pays, je parle du Bénin. Et vous allez voir que lorsque quelqu'un fait son champ et veut que le voleur n'arrive pas à prendre ses productions, il met quelque chose. Si tu vois ça, tu ne viendras pas. Pour sécuriser un espace peut-être en conflit. Tout le monde dit, ah, c'est un conflit. On ceinture cet espace-là avec vraiment des raffia de rameaux, tout ça. Palmier à huile. Personne ne rentre là. On connaît. C'est ça. Et je rends hommage ici. Bon, Éco-Bénin, c'est récent. Comme il a dit, moi, j'ai vu un de vos collègues ici, cadre, un géant, là, avec Pélagie Soloté. Ils sont partis à Ouida. On a fait la sélection des divinités qui sont capables de protéger. Des vaudous. C'est ça qu'on a. Oui, des vaudous. Pour moi, je ne parle pas de vaudous. Ceux que vous avez reçus ici avant nous, qui sont venus de ces régions-là, ils savent que ça s'appelle connaissance traditionnelle. Ce n'est pas vaudou qu'on appelle. C'est des connaissances traditionnelles qui sont transmises de génération en génération, qui sont restées. Ils sont venus avec leur guitare. Ils ont chanté dans leur langue. Ici, on va dire, ah, c'est le français qu'on va faire. Ah, si ce n'est pas français, la personne le fait. Ouais, la langue, ça commence par là. On doit expliquer à celui qu'on a amené, l'élève qui est au CE2, on l'a amené dans la forêt de Passé. Pourquoi on t'a amené ici? Parce que ici, si ça est resté, c'est qu'il y a des connaissances ici de tes parents, de tes aïeux, qui ont permis de conserver cette forêt. On ne leur dira jamais ça. Et c'est dommage. L'enseignant même ne connaît pas. C'est pas sa faute. On l'a mis dans un carcan pour dire, voici ce que tu vas dire aux enfants. C'est comme ça, quoi. Donc moi, je pense que si les mentalités peuvent changer, ça peut contribuer vraiment au développement de notre pays. Les COP, article 8J, ça c'est connu. Ensuite, le plan global pour la biodiversité aujourd'hui a parlé dans une de des cibles. On a mis l'accent sur les connaissances traditionnelles. Il
pas tout le temps au COP. Ils n'en parlent jamais. Ou bien on n'en parle que dans la bouche. Justement, il n'y a jamais aucune application sur le terrain. C'est pas possible. Vous qui avez la chance d'assister à ces rencontres internationales, est-ce que ce sont des expériences qui sont portées au goût du jour, sinon dans les salons feutrés, lors de ces grandes rencontres où on discute, on va dire, où on a des discussions de haute volée ou de haute portée intellectuelle? Est-ce que vous pensez, est-ce que certaines ne se disent pas que c'est peut-être rabaissant de dire, on utilise le vaudou pour, la religion traditionnelle ou les connaissances endogènes pour préserver? On préfère rester sur des aspects purement scientifiques, cartésiens, c'est cela? C'est vrai que par le passé, politique. Par le passé, on est resté figé sur ces pratiques cartésiennes, mais on a finalement compris qu'il vaut mieux qu'on se tourne vers ces connaissances endogènes pour protéger la biodiversité. Et même comme l'a dit M. Oui, mais là où ça se décide, est-ce qu'on encourage dans ce sens? Si aujourd'hui on encourage, je prends un exemple par exemple de Hindou Umaru, cette dame-là qui depuis des années crie sur tous les toits pour montrer, pour parler de la protection par exemple de lac Tchad. Aujourd'hui, c'est des paroles qui sont entendues partout. On a dit, il vaut mieux qu'on tourne vers ces actions-là de protection avec nos cultures, nos pratiques endogènes. Et puis, aujourd'hui, ça marche. On leur donne plus de chances à venir exposer ses connaissances. On leur donne plus de chances maintenant à venir s'asseoir, même à décider, à dire même non par rapport à certaines décisions qui sont prises. Donc, c'est vrai que c'est venu tardivement, mais aujourd'hui, c'est quand même des pratiques qui sont acceptées par tous. Je pense qu'Herman a posé une question. Pourquoi aujourd'hui, ces pratiques, on a le sentiment que ça ne compte plus. Ça ne compte plus. Mais c'est la faute à nous tous. Parce que qui sont ceux qui sont les gardiens de ce temple-là? Nous avons encore des chefs traditionnels, nous avons des autorités. Ces rites-là continuent, mais on a contribué à désacraliser cela parce que tout simplement l'école moderne, les religions, je dirais, révélées font que effectivement tout ça a contribué à désacraliser. Aujourd'hui, comment on associe les chefferies traditionnelles pour encore sauver ce qui reste à sauver? On n'a pas le sentiment que, effectivement, et pourtant, on a des lois tous les jours qui sont votées, mais on se rend compte que l'application de ces lois ne suffit pas à renforcer la sauvegarde. Et donc, il faut associer ces chefferies traditionnelles. Les gens sont plus enclins à respecter quand c'est de l'ordre du sacré, que beaucoup plus quand c'est de la loi, quand c'est de l'ordre de la loi. Et nous sommes tous, chaque jour, on regrette que, tout à l'heure, la question de la gestion des eaux usées, nous avons cette loi portant hygiène publique depuis 2 ans, mais tout le monde le sait. On dit que c'est interdit d'aller jeter des eaux usées aux abords des voies et tout, mais on voit que chaque matin, les gens le font. Mais si on disait que, effectivement, à cause du vaudou, bien, c'est le chef traditionnel qui a sorti quelque chose mais vous allez voir que les gens, ils vont se ranger. Donc, mais nous avons contribué à désacraliser ça. Et si aujourd'hui, on se rend compte que, au niveau de ces instances-là, ce qu'il y a aussi, c'est que nous n'avons pas cette culture de capitaliser ce que nous avons comme savoir endogène. Parce que s'il faut le présenter à ces grandes instances, il faut bien le documenter, mettre ça quelque part. On ne fait pas ce travail-là. Parce que ces savoirs, justement, sont documentés. Mais ce ne sont pas documentés. Et il y en a qui, je parle de ces chefs traditionnels, ils meurent avec ces connaissances. Mais on ne fait rien pour vraiment documenter cela, partager cela avec les jeunes générations et les porter à ces grandes instances-là. Vous voyez, le Brésil et autres, quand vous allez dans ces grandes conférences et autres, les gens arrivent avec une expérience de leur petit village, mais qui après, cette expérience, on la passe à l'échelle et on met les moyens pour. Mais nous avons une tendance à, je ne dirais pas dévaloriser ce que nous avons comme, et qui fait notre existence, et qui doit faire notre fierté. On se réunit. Mais il faut dire, Herman, aujourd'hui, quand on prend les 3 COP qu'on a déroulés l'année dernière, les seules décisions fortes acceptées par tous, c'est ces pratiques endogènes acceptées par... C'est ça qui sont les résultats qu'on a pu retenir. Alors, monsieur Koumassa, aujourd'hui, est-ce que avec les résultats que vous avez, qui sont issus donc de cette expérience au niveau donc de la bouche du roi, est-ce que vous pensez étendre cela à d'autres régions ou à d'autres aires marines protégées, à d'autres biodiversités, à d'autres ACCD, pour continuer pas davantage sauver l'environnement? Oui, bien sûr. Et je voudrais vous dire qu'on est dans cette dynamique
Parce que après la bouche du roi, nous avons créé d'autres haies, à savoir la CCB du lac Kaémé, qui est créée récemment, il y a 2 ans, je crois. Et nous travaillons dans cette haie également, et nous sommes en train de vouloir étendre les initiatives de sacralisation qu'on a fait déjà dans la bouche du roi, également dans le lac Kaémé, ne serait-ce pour sauvegarder les quelques reliques de mangrove qu'il y a encore dans le lac Kaémé. Il est vrai, il n'y a pas autant de mangroves dans le lac Kaémé que dans la bouche du roi, mais avec la pression accrue qu'il y a du fait de la forte anthropisation dans le lac Kaémé, et nous sommes actuellement dans cette dynamique de pouvoir étendre ces actions de sacralisation dans le lac Kaémé pour sauver les écosystèmes de mangroves du paltuvier blanc et rouge qu'il y a encore. Mais par rapport à cette expérience, l'initiative aussi, je voudrais dire également que l'initiative ne s'arrête pas à la sacralisation des mangroves, il y a la sacralisation des frayères, des zones de frayères également que nous faisons. Les zones de frayères sont en quelque sorte des petites zones de repos biologique de pêche. Et les zones de repos de biologie, c'est que c'est mis en place de telle sorte que les activités de pêche sont interdites là. Et il peut définir des fréquences pour pouvoir faire des pêches, mais peut-être de façon collective. Si ces zones sont mises en place, les communautés, ils ont l'habitude de faire, c'est pas nouveau, ils ont l'habitude de mettre en place des zones, mais les gens passent par derrière pour briser cette règle qui est mise en place. D'accord. Et ils violent ça en réalité. D'accord. Mais si c'est sacralisé, tout le monde respecte ça, personne n'y touche. Donc, on fait également, par rapport à cette expérience, il faut accompagner EcoBénin, la régénération des ressources. Parce que ce qui arrive, les femmes productrices de sel, parce qu'aujourd'hui, quand on a sacralisé tout ça, elles n'ont pas d'alternative pour pouvoir continuer à fabriquer leur sel. Donc, il faut leur trouver d'autres solutions en matière énergétique, et c'est là où je pense que cette expérience, elle n'est pas encore totalement aboutie. D'accord. Parce que quand vous discutez avec les femmes, elles vous disent, bon voilà, oui, on nous a dit de ne plus utiliser les mangroves pour fabriquer le sel, mais nous, on doit continuer à vendre le sel. Et qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on a d'autres alternatives? Il y a des expériences qui ont commencé en cours, mais ces expériences n'ont pas encore donné toute la satisfaction à ces femmes-là, productrices de sel. Parce que si ça a un coût, lorsque vous voulez protéger la nature, cela a un coût. Et on sait très bien que l'argent là, c'est de l'hypocrisie. Il faut accompagner ça pour avoir des alternatives qui permettent. Donc, oui, avant qu'on ne retrouve tout à l'heure la dame qui doit nous livrer les avis des internautes. Oui, effectivement, nous en sommes très bien conscients de cela, parce que c'est presque leur seule source de revenus. Voilà, mais il faut dire que EcoBénin n'est qu'une ONG. C'est ça. Son travail n'est pas de jouer le rôle de l'État. C'est l'État qui met les moyens. C'est l'État qui a signé les conventions. C'est l'État qui protège. Monsieur Sabo, il y a aussi quelque part une question qui se pose. Le Bénin est censé être un État laïque. Sinon, le Bénin est un État laïque clairement défini dans la Constitution. Est-ce que les pouvoirs publics peuvent s'appuyer sur une telle religion pour dire qu'elle veut sauver l'environnement? C'est ce que je voudrais dire. Est-ce que dès lors la laïcité ne sera pas mise à l'épreuve? Pas du tout. Pas du tout. Ici, aucune loi, aucun dispositif légal n'a dit que les religions catholiques, chrétiennes et autres là portent atteinte à la biodiversité. Aujourd'hui, l'Église catholique se met au vert. C'est ça. Donc, oui. Et si on prend la Bible, la Bible a été très claire. Dieu a créé le ciel et la terre et tout ce qui est dedans. Alors, ce que je tente de dire, ce que je tente de dire, monsieur Sabo, si aujourd'hui on met des feuilles de rameaux, pour sécuriser, je prends à tout hasard la plage de Fige-Rousset. D'autres religions vont estimer que c'est le dictat d'une religion pour empêcher d'autres personnes. Vous n'avez pas oublié que le jour de Pâques,
Regardez combien de rameaux les gens vont chercher pour aller faire quoi l'histoire. Allez, c'est ça. Et ils devraient le faire. Et ils le font même. La religion catholique est un exemple. Ils protègent la biodiversité de l'environnement. On va lire, si vous permettez. Donc l'État ne profite pas de ça. Et je viens vous dire, le jour où il a plu au chef de l'État de commencer à s'avancer sur la lutte contre la pollution sonore, il a fait appel à tout le monde. Il n'a pas dit, toi tu es ceci, tu es cela. Il a appelé tout le monde. Très bien. C'est ce qu'il devrait faire pour ici aussi. Alors, messieurs, les prêches des catholiques, des Gbigbaoué, des évangéliques là, abordent ces aspects-là pour parler à leurs fidèles. D'accord. Parce que les populations sont aussi là-bas qui détruisent la biodiversité. On se souvient de l'histoire de vos baobabs qui ont été détruits. Allez, on va permettre à la dame de venir nous livrer. Ça pousse aujourd'hui, maintenant c'est baobab. Alors, on va mettre ça en parenthèse. William, vous me cédez votre siège, s'il vous plaît, pour recevoir par ici donc une charmante dame pour nous livrer les avis des internautes, puisqu'on leur a adressé la question. Comment expliquez-vous que le Vaudon soit mis à contribution pour protéger l'environnement quand les lois semblent parfois inefficaces? Voilà la question que nous avons adressée aux internautes. Nadège Sandi, bonjour. Bonjour à vous, Emmanuel Rodrigue-Mégan. Comment allez-vous? Très bien. Mais un plaisir de vous recevoir sur 5 sur 7 matin. Plaisir partagé. Pour nous délivrer les avis des internautes. Qu'ont-ils pensé de notre préoccupation, les internautes? Voilà, Emmanuel, sur la question, les internautes estiment que notre pays est une terre de Vaudon et que les règles prescrites par les prêtres Vaudon ont toujours été respectées à la lettre. Donc, ils estiment qu'on devrait associer le Vaudon à la lutte. Emmanuel Azonsi nous dit sur Facebook que le Vaudon, en plus de protéger, est un véritable juge. Dans un pays de Vaudon, je ne comprends pas pourquoi on ne l'utilise pas à bon escient. Juste le nom, Sakpata, ou le goût, sans oublier le clitor, et le problème est réglé. Le Bénin doit utiliser cette ressource à 100%. Alors, il y a Flamel Toti qui a également réagi sur la question à travers Facebook. Il nous dit « Le problème, ce n'est pas la loi, mais ceux qui la gèrent. Ils sont souvent corrompus, tandis que le vaudou n'est pas complaisant. Si un individu ne se conforme pas aux règles du vaudou, il sera purement et simplement châtié. » Toujours sur le réseau Facebook, Koumassa Maurice estime que les Zangbetor sont des gardiens efficaces de protection de l'environnement. Selon Koumassa Maurice, le vaudou incarne un respect et est craint au vu de la population. Il suffit que les dignitaires de Zangbetor déposent le marque d'interdiction à un endroit protégé et les actes d'incivisme disparaissent aussitôt. N'est-ce pas? C'est illico presto. Bien sûr. Et pour preuve, vous savez que généralement, quand on veut protéger les animaux, il suffit juste d'attacher un fil rouge. Vous pensez que ça marche toujours? Les fils rouges? Les fils rouges marchent toujours? Vous pensez? Vous pensez que ça marche toujours? Ça marche toujours. En tout cas. Je voudrais dire que ici, toutes les religions devraient être mises à contribution pour la protection de nos ressources. Aucune loi du Bénin n'a exclu les catholiques, les évangéliques, les Gbigbaoué, etc., etc. Tout le monde est compliqué. C'est-à-dire, leur document le plus sacré, c'est la Bible. Genèse 1 a été très précis pour dire ils doivent protéger tout ce que Dieu leur a mis à la disposition pour se nourrir et pour développer le monde. Pourquoi ne le font-ils pas? Donc, faut pas seulement parler des vaudous, non. Les chrétiens, leurs patrons et tout le monde, tout le clergé catholique des chrétientés, toutes les religions sont invitées à s'associer à tout ce qui existe là. Un esprit retort, M. Sabo, peut vous opposer le fait que quand on dit c'est le vaudou qui est interdit, si vous enfreignez à cela, la sanction est immédiate. Pendant que quand on dit quand on dit que c'est Somme ou que c'est Job ou que c'est Jacob. Eux, ils sont plus dans l'éducation spirituelle. C'est leur rôle ça. Changement de mentalité. Eux, ils ne sont pas là pour prier contre quelqu'un. Est-ce que c'est pas parce que la sanction dans le cadre du vaudou est immédiate que c'est plus craint? Est-ce que c'est pas cela? Dieu est très lent à la colère. C'est ça. Dieu est très lent à la colère. D'accord. Dieu n'a pas voulu que quelqu'un meure. Il veut que nous laissions nos habitudes et que nous changions d'habitude pour mériter le royaume des cieux. C'est ça. Moïse Koumassa, allez, pour finir en 30 secondes rapidement sur le sujet, vous avez des compléments à ajouter? Oui, si vous voulez en revenir à la préoccupation
du doyen tout à l'heure, qui disait que, bon, voilà, effectivement, c'est à côté de M. Sabo. Tout comme si on n'est pas encore au bout des peines. Effectivement, on en est conscient et c'est un gros challenge parce que sur cette question, il faudrait que également les communautés locales trouvent des alternatives. Voilà, donc, nous, particulièrement au niveau de Eco-Bénin, on est dans cette réflexion et dans cette dynamique depuis des années, en les accompagnant dans ce sens, à travers la promotion des foyers améliorés qui utilisent moins de bois. C'est déjà un effort là. Également, au niveau des salicultrices, des acteurs, et nous faisons la promotion, nous faisons des activités de reboisement des essences de bois de feu. C'est des essences à croissance rapide qui leur fournissent rapidement de bois. D'accord. Qui peuvent utiliser dans les ménages, soit pour préparer à la maison, pour préparer du sel et autres. Et également, aujourd'hui, il y a la technique de saliculture solaire. Le sel ne se prépare pas uniquement avec du bois. Il y a la technique de saliculture solaire qui n'utilise pas du bois et qui peut être explorée pour pouvoir limiter vraiment la pression détruire la pression. Mais moi, j'ajoute toujours pour dire une ONG ne peut pas jouer le rôle de l'État. D'accord. Il donne un exemple et il appelle les gens pour dire si vous voulez prenez et allez mettre à l'échelle. Voilà. C'est le rôle de l'État qui a le devoir. C'est une question d'échelle en réalité. Oui, voilà. Il faut dire les choses. Si vous ne le demandez pas, vous ne le pas. Dieu a dit demandez, on vous donnera. Il faut poser les demandes de manière précise. L'État doit. Parce que c'est lui qui est l'État qui doit produire les choses. Il n'appartient pas aux communautés d'aller chercher les alternatives. C'est l'État qui doit le faire. Le gouvernement, les maires, c'est eux qui doivent le faire. Merci beaucoup à vous, M. Sabo. Merci également à vous, Moïse Koumassa, d'avoir partagé avec nous cette expérience de Eco-Bénin dans, on va dire, la contribution des savoirs endogènes dans la protection de l'environnement. Alain, merci beaucoup pour vos éclairages. Merci Nadège. Merci à vous. Vous passez une excellente journée du mardi et à très bientôt.